Les amis, ça y est, on y arrive, on n'est plus qu'à quelques semaines de l'Euro 2024. Et vous allez avoir régulièrement, durant ces prochaines semaines, des vidéos sur ce thème. J'ai décidé tout naturellement de commencer par la présentation des groupes. Et on va prendre le temps pour détailler toutes les équipes, leurs points forts, leurs points faibles et mon pronostic à ne surtout pas suivre si vous voulez gagner de l'argent. Je vous réserve une vidéo par semaine pour chaque groupe et on arrivera ainsi juste avant le démarrage de la compétition. Peut-être qu'entre-temps, et si j'ai le temps, vous aurez entre deux vidéos de l'Euro 2024 quelques autres vidéos en milieu de semaine. Et si je sens de votre côté une bonne réception, un certain engouement, et quoi de mieux pour me soutenir qu'un pouce bleu. Et mais qu'est-ce que c'est que ça? Toi là, oui, toi, qu'est-ce que c'est? Mais tu n'es pas abonné? Vas-y, tu peux, oui, c'est en dessous de la vidéo. Si tu veux soutenir mon travail, abonne-toi. Bon, en tous les cas, merci à ceux qui s'abonnent. Et donc, je vous laisse avec le générique pour cette entrée en matière. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la présentation du groupe A, le groupe du pays organisateur. Alors avant de s'arrêter sur chacune de ces équipes, voici donc la composition. L'Allemagne, la Suisse, la Hongrie et l'Écosse. Commençons donc par le pays organisateur, la Mannschaft. Elle est qualifiée automatiquement en tant qu'hôte de la compétition et joue donc un 14e Euro de suite. Petite parenthèse, nous sommes à la 16e édition. Elle a remporté la compétition à 3 reprises, en 1972, en 1980 et en 1996. Même si en réalité pour les 2 premières victoires, il s'agissait de l'Allemagne de l'Ouest. Et pour cette compétition, l'Euro 2024, si on me demandait mon avis il y a quelques mois, j'aurais dit que l'Allemagne allait se faire rouler dessus. Mais depuis plusieurs semaines et la prise en main de l'équipe par Nagelsmann, on dirait qu'elle a trouvé sa formule. Il y a eu une phase de transition pendant laquelle le coach a cherché un peu et a beaucoup changé son système de jeu et la composition de son équipe. Mais dernièrement, l'équipe a engrangé de la confiance avec des victoires de prestige en France et face aux Pays-Bas. Le coach est quelqu'un de jeune, d'audacieux et qui a un sacré pari devant lui. Refaire de la Mannschaft une grosse écurie européenne, voire mondiale, après les catastrophes successives qu'on a vues ces dernières années. Élimination en phase de groupe à la Coupe du Monde 2022 et 2018, éliminé en 8e de l'Euro précédent, il doit en plus composer à sa prise de poste avec une difficulté de renouvellement de génération. On a des jeunes, mais d'un autre côté, on a Müller qui revient, Kroos qui revient. Et attention, c'est bien pour l'équipe à court terme. Kroos est littéralement monstrueux en ce moment en club comme en sélection, mais ça ne participe pas à mettre les jeunes en avant, à leur donner du temps de jeu. Sauf que, à ce que j'ai vu ces derniers temps, Nagelsmann a tenté des trucs et devant, Füllkrug ou Brandt, c'est pas la classe mondiale, on va pas se le cacher. Par contre, quand tu mets Havertz en pointe et pas en piston gauche, ça c'est des conneries. Et le jeune Wirtz qui remue dans le couloir gauche, un sacré talent celui-là, et qui ne cesse d'apporter le danger, l'équipe a une autre gueule quand même. Alors il a tenté Sané, mais il n'a plus le niveau d'antan. Zulu et Goretzka sont en perte de vitesse. Et ne parlons pas de Gnabry qui a complètement disparu des radars au Bayern de Munich. Ceux-là, je pense qu'ils ont perdu leur place de titulaire et qu'on verra en soutien d'Havertz, plutôt Musiala, que je trouve très bon depuis déjà quelques années, à droite, et Gundogan au centre, derrière Havertz, qui reste une valeur sûre. Donc oui, Nagelsmann a un peu tout tenté à renverser plein de choses. Il a fait des choix pour finalement aboutir ces dernières semaines à une équipe assez compétitive, avec des choix forts. Il y avait des incertitudes, des joueurs talentueux, mais il fallait choisir les bons au bon endroit et c'est pas toujours ceux à qui on aurait pu penser. Et Kroos, alors vous me direz, oui, dans cet écosystème, il a sa place. C'est un patron expérimenté, un leader qui n'est pas encore foutu, loin de là, qui a l'habitude de gagner en club et qui peut montrer l'exemple aux jeunes. Voilà donc le constat de l'Allemagne.
On passe d'une équipe qui il y a quelques mois avait de grosses difficultés dans le renouvellement de sa génération, des cadres qui faisaient défaut sans laisser la place aux jeunes, à une phase de transition avec un gros foutoir, c'est clair, et des essais dans tous les sens, pour aboutir à une formation solide avec un savant mélange de cadres qui en veulent toujours et de jeunes talentueux. Pour le moment, le travail de Nagelsmann, c'est ça, et ça a l'air de payer. On devrait donc les voir évoluer en 4-2-3-1 avec Neuer dans les buts, même si Ter Stegen n'a pas démérité pendant l'intérim. Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger, Mittelstädt en défense, Kroos et Henrich plus haut au milieu sur la ligne milieu défensive. Pour l'animation offensive, Musiala, Gundogan et Wirtz qui auront pour but de servir devant et d'apporter le danger et de servir donc Havertz. Donc attention à eux, je pense, ils ont trouvé la bonne formule, leur formation, ils ont fait le plein de confiance ces derniers temps et jouent à domicile. Le renouveau de la Mannschaft est en marche. Allez, l'Écosse maintenant, assurément, elle ne fait pas partie des favoris et pourtant elle a fait une campagne éliminatoire rassurante et surprenante. On rappelle qu'ils ont remporté les 5 premières journées de suite, avec une victoire contre l'Espagne et en Norvège notamment. La fin de la campagne était plus laborieuse, c'est clair, mais le bilan final est très positif et la Tartan Army a fini 2e de son groupe derrière l'Espagne et a validé son ticket sans laisser aucune chance à la Norvège ou à la Géorgie. Bon, la Géorgie qui s'est qualifiée quand même, on le verra plus tard quand on attaquera son groupe. Alors à quoi s'attendre avec cette Écosse ? Là aussi, un savoureux mélange d'expérience et de talent. Vous connaissez le latéral de Liverpool, le Robertson. Vous connaissez McTominay de Manchester United ou McGinn d'Aston Villa. Quelques grands noms de Première Ligue et des joueurs très en forme dans leur club. Il faudra aussi surveiller Lewis Ferguson, leur milieu offensif, qui est un des grands artisans de la bonne saison de Bologne. C'est clair qu'ils vont vouloir briller pour une équipe qui n'a plus participé à une phase de poule d'une grande compétition depuis le Mondial 98. Et quand elle y participait, il était rare qu'elle passe le premier tour. Si on se concentre uniquement sur l'Euro, c'est sa 4e participation sans même avoir une seule fois franchi le premier tour. Cette année, le groupe est peut-être ouvert derrière l'Allemagne et en plus on sait qu'il y aura 4 meilleurs 3e qui rejoindront également les 8e de finale. Alors s'ils ont des ambitions, c'est l'année ou jamais de battre des records. Concernant la formation à laquelle on peut s'attendre, on la voit souvent évoluer avec une défense centrale à 3 défenseurs pour être très solide derrière. Et ça a l'avantage en plus de laisser le couloir gauche à Robertson, certainement un de leurs joueurs clés, mais aussi de titulariser tout de même Kieran Tierney sur la défense à gauche donc de cette défense à 3. Au-dessus, on retrouvera certainement 2 milieux centraux avec McTominay et peut-être une attaque composée de 2 ailiers et un attaquant central qui devrait être Dix. Allez, on passe à la Hongrie. Et quand on parle de cette équipe, pour les jeunes qui suivent ma chaîne, il faut savoir que c'était une grande nation du football au milieu du XXe siècle. Elle renaît un peu de ses cendres ces dernières années avec une génération assez talentueuse. Dites-vous bien les jeunes qu'elle était finaliste en 1938 et en 1954 de la Coupe du Monde, quart de finaliste en 1934, 1962 et 1966. Elle l'a gagné dans mon uchronie, elle a gagné la Coupe du Monde 1942, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver cette uchronie juste ici. Elle a été demi-finaliste de l'Euro 1964 et 1972. Mais depuis, plus grand chose et il aura fallu attendre 50 ans pour qu'elle retrouve un niveau correct qu'on aperçoit depuis quelques années, c'est vrai. Alors pour leur progression, on peut l'illustrer avec ces statistiques. Ça fait en effet 3 Euros de suite qu'elle participe à la compétition. 8e de finale en 2016 et premier tour en 2021. Et puis elle est remontée en Ligue des Nations, de la Ligue C à la Ligue A tout de même. Alors le coach Rossi mène ses hommes depuis 2018. Et une autre statistique, depuis 24 matchs, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, ils n'ont perdu que face à l'Italie et face à la Serbie en amical. Et c'est 13 matchs sans défaite depuis septembre 2022, avec en point d'orgue une première place du groupe qualificatif de l'Euro devant la Serbie qu'elle a battue 2 fois. Alors on voit la progression, on le doit sans doute au coach Rossi, mais aussi à ses joueurs. C'est un groupe qui vit depuis plusieurs années et plus expérimenté qu'en 2021, avec
un atout supplémentaire, Szoboszlai, qui avait loupé l'édition précédente à cause d'une blessure et qui a retrouvé un gros niveau avec Liverpool. C'est aujourd'hui le capitaine incontournable de la sélection. Concernant le schéma tactique, on les voit habituellement évoluer en 3-4-2-1 et ça ne devrait pas être autrement tant cette composition est immuable pour le coach italien. Il peut aussi s'appuyer sur d'autres joueurs talentueux comme Orban en défense, le prometteur Kerkez en piston gauche ou encore Nagy, Szalai, Varga et Zobot. Alors, à votre avis, la Hongrie, une nation à se méfier? Dites-le moi en commentaire. On termine ce groupe donc par la Nati, qui s'avance vers l'Euro avec pas mal d'incertitudes pour Murat Yakin, le coach, je pense, à la vue de ses derniers matchs, surtout en attaque où le chantier est assez colossal. On va commencer par les bonnes nouvelles. Et la première, c'est Fabian Schär, qui est vraiment une pièce maîtresse, je trouve, en défense, solide, avec n'importe qui à ses côtés et très bon dans la relance. On verra si Yakin mise sur lui ou plutôt sur Akanji ou Elvedi, comme ça a pu être le cas par le passé. Mais pour moi, Schär est l'homme en forme dans cette défense. Autre atout, Shaqiri, toujours là, plus vieux, moins frais, moins dynamique, il ne tient même pas 90 minutes. Il a des difficultés à courir, à se tenir sur le côté, et pourtant la Nati ne peut pas s'en priver. Même en chaise roulante, il reste décisif et c'est leur meilleur atout offensif. Encore un point positif, Yann Sommer pour moi, que j'ai toujours trouvé sous-coté, mais qui réussit une belle saison à l'Inter de Milan et qui prouve qu'avec de la volonté, de l'abnégation, il peut enfin évoluer dans un grand club. C'est un gardien qui n'est pas flamboyant, mais qui brille par sa régularité et on sait qu'on peut compter sur lui. Passons aux mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est toute l'attaque. À part Shaqiri vieillissant, eh bien la Nati a du mal en ce moment avec Seferovic ou Montero. Amdouni devrait prendre une place de titulaire. Alors je vous propose une formation en 4-3-3 pour la Suisse, mais si elle veut jouer sur ses forces et ne pas être pénalisée par ses faiblesses, elle devrait peut-être passer en formation 3-5-2. Ça permettrait de mettre plus de profils défensifs et titulariser Schär aux côtés d'Akanji, Elvedi et Rodriguez. Dans mon 3-5-2, évidemment, les deux joueurs latéraux du milieu sont en réalité des défenseurs très latérales. Alors, si je devais vous donner mon avis sur ce groupe, oui, évidemment, je mettrais l'Allemagne en première position, avec, comme je le disais, cette formule trouvée par Nagelsmann. Derrière, bien, ça devrait être ouvert, mais je mettrais en deuxième la Hongrie, qui est dans une réelle ascension et pourrait tirer son épingle du jeu. En troisième, la Suisse, mais je ne mets pas ma main à couper parce que ça peut être serré avec l'Écosse. On voit que c'est deux formations qui ont eu un peu plus de mal ces dernières semaines. L'Écosse qui dégringole un petit peu, et puis la Suisse qui a toujours un peu de mal à se reconstruire. Et vous les amis, qu'en pensez-vous ? Donnez-moi votre classement en commentaire et nous pourrons en débattre. Sachez aussi que j'ai un Discord ouvert pour ceux qui connaissent le réseau social et nous pouvons discuter ensemble pendant l'événement de tous les matchs, des rencontres, des joueurs, des pronostics, mais pour m'y rejoindre, eh bien il faut être membre de la chaîne les amis. Ça fait partie des contributions et donc si vous voulez discuter avec moi, si vous voulez qu'on se parle en direct, je vous y attends. Vous avez plus de détails dans le lien en description, mais ça n'empêche pas non plus qu'on puisse communiquer dans les commentaires. Je reste assez réactif et je vous réponds régulièrement. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo qui est déjà assez longue je pense. On passera au groupe B la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.